Vous pensez bien qu'on ne pouvait pas faire autre chose que de nous pencher à notre tour sur la victoire au finish de Barack Obama cette nuit aux États-Unis. Je vais proposer à mes invités peut-être deux parties. Garder pour la deuxième partie ce qui attend le président américain, sa marge de manœuvre à la fois institutionnelle, car une chose est de gagner l'élection présidentielle, autre chose est de gouverner avec des chambres qui ne sont pas forcément prêtes à suivre le président. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a appris de son premier mandat, de ses insuffisances? Il les a à demi avouées dans son discours de réinvestiture ce matin. Il a dit que voilà, la campagne l'avait changé. En quoi? Y a-t-il un Obama 2 qui se profile? Mais je voudrais d'abord qu'on consacre le début de l'émission à la défaite de Romney plutôt qu'à la victoire d'Obama, car cette dynamique de Romney, est-ce que c'est l'ouragan qui lui a mis un terme? Est-ce qu'il y a des raisons plus profondes à cette défaite plus nette que ce qu'on attendait? Puisqu'il y a encore une dizaine de jours, beaucoup de spécialistes donnaient au moins les deux candidats au coude à coude, si ce n'est pronostiquer une victoire de Romney. Qu'en pensez-vous? Oui. Je crois que quand même dans la victoire d'Obama, il y a des facteurs de fond, et dans la défaite de Romney plutôt. Je dirais qu'Obama, c'est un peu le représentant des minorités ethniques. Et c'est vrai que quand on regarde l'évolution des équilibres de la société américaine, il y a quand même une poussée, une montée de ces minorités ethniques. D'où l'importance du vote latino, entre autres. Exactement. Deuxième remarque, c'est vrai que Romney a eu des discours parfois très réactionnaires. C'est vrai que les prises de position qu'il a eues sur les femmes étaient un peu choquantes dans un monde où les femmes, malgré tout, affirment leurs droits. Voilà ce qu'on peut dire déjà. Mais je pense que la victoire d'Obama a été portée quand même par des phénomènes de fond importants dans l'évolution de la société américaine. Évelyne Josselin, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue déjà plusieurs fois. On sait que vous êtes une ardente supportrice des petits partis. J'ai l'impression que sur la défaite de Romney, il va y avoir un petit peu un écho du débat qu'il y a eu sur la défaite de Nicolas Sarkozy en France. C'est-à-dire, est-ce qu'il a perdu parce qu'il a recentré sa campagne? Est-ce qu'il a regagné des voix au contraire parce qu'il l'a recentré? Et est-ce que c'est parce qu'il l'avait droitisé trop au départ qu'il a perdu? Je trouve qu'il n'a pas droitisé trop au départ du tout. Je pense que c'était prévisible ce qui arrive parce que depuis 2010, il y avait eu un fort rapport Tea Party. Et puis, on a l'état-major du Parti républicain en a pris acte, mais en même temps, ça leur plaisait pas trop. Ils ont imposé leur candidat, qui est le candidat de l'establishment, Tea Party, républicain, Romney, que les groupes Tea Party, c'est-à-dire l'Amérique profonde, le Tea Party, tout simplement, ce ne sont pas des extrémistes ni des réactionnaires, ce sont simplement des gens qui en ont assez de l'irresponsabilité générale, de la course à la défense. On ne fait pas la campagne. Donc, exactement. Alors, donc, ils n'ont pas pu, eux, produire de candidat présidentiel, certes. Donc, ils se sont ralliés derrière Mitt Romney, certains assez tard d'ailleurs dans la campagne, mais leurs désirs profonds n'ont pas été vraiment pris en compte par la campagne Romney. Et surtout, Romney a été faible. Les républicains ont fait l'erreur qu'ils continuent de faire tout le temps, et voilà où ça les mène. Et pourtant, Romney a commencé à sérieusement monter et inquiéter Obama au moment où il a recentré sa campagne, à l'issue du premier débat, notamment. C'est le premier débat, oui, qui le premier débat, il est très modéré par rapport à ce qu'il était auparavant. À quel point Obama était nul et à quel point Romney, finalement, pouvait être agréable, contrairement à ce que les gens disaient. Bon, ça l'a dédiabolisé temporairement. Néanmoins, il a subi des mois et des mois de campagne, de diabolisation, de caricature. Le président sortant avec un bilan désastreux est réélu en ayant accordé des faveurs aux minorités, des allocations aux pauvres qu'il a créés. Donc, il s'est créé un électorat avec l'argent des contribuables américains. C'est aussi simple que ça. Donc, la victoire du président américain est une victoire de clientélisme. Complètement. Complètement. C'est original, mais c'est votre opinion. L'opinion du représentant républicain que je salue. Oui, bonjour. J'étais ancien démocrate avant que je vieillisse et que je devienne plus sage dans ma tête plutôt que dans le cœur. Je voulais dire que la diabolisation qu'on a vue aussi de la défaite de Mitt Romney, c'est aussi par les médias qui l'ont diabolisé depuis le début. En fait, tous les républicains sont toujours diabolisés. On a beaucoup entendu en France aussi. En France aussi, oui. Oui. Où on croit toujours que c'est le diable en personne, quel qu'il soit. Et pour donner juste un exemple sur The View... avoir la complaisance des médias avec le nouveau président pour être sûr de la pertinence de ce genre de jugement. Avec la gauche. Il y a Whoopi Goldberg qui a une émission qui s'appelle The View. Il y a Anne Romney qui arrive seule et il a grillé sur la question de la politique de son mari.
il y a Madame Obama qui arrive avec son mari. Et tout ce qu'il lui demande tant au mari qu'à la femme, c'est est-ce que vous aimez encore? Est-ce qu'il y a toujours la même passion? Est-ce que vous faites toujours des petits bisous Donc c'est la photo média. à Michel? Ils sont très largement responsables, je dirais. Dominique Carreau, votre analyse? Je suis un peu extérieur, je suis ni républicain ni démocrate. Enfin, j'espère que vous êtes démocrate et républicain. Démocrate et républicain au sens français du terme, c'est entendu. L'avantage, nous, c'est qu'on peut être les deux à la fois. Exactement. La première, c'est qu'en ce qui concerne M. Romney, j'ai regardé beaucoup, je m'excuse de citer le nom, mais enfin, c'est pas des concurrents, CNN. Et quand on voyait la manière de communication, la communication de M. Romney, c'était assez atterrant. Et faut dire que quand il a eu son farewell speech, là, le dernier, sur CNN, on disait, mais écoutez, on pense que c'est un discours qu'on fait après un bon repas qu'on a eu avec des amis. Je crois qu'il n'a pas su être, à la hauteur, et deux, comme disent les amis américains, press flesh, c'est-à-dire une question de communication. Et quand on voit, par exemple, ses prédécesseurs, comme Ronald Reagan, bien sûr, mais Bill Clinton, c'était des gens remarquables qui arrivaient à avoir une certaine chaleur humaine qu'il n'y avait pas. Et puis là, en face de lui, je pense un homme exceptionnel, pour toutes ces questions d'intelligence, de communication. Puis on y reviendra peut-être. Pour moi, c'est le président type américain de l'avenir. Dans les 20-30 années à vrai, il y aura des Obama ou des Asiatiques, des choses comme ça. Ils représentent l'Amérique de demain. Il ne faut pas oublier que, je me rappelle déjà quand j'étais en 2000 professeur à New York, on disait que New York n'était plus devenue une ville, alors on appelle ça caucasienne. Pour dire qu'elle n'était plus blanche, la majorité. Ça ne s'est pas encore complètement transmis dans l'État de New York dans toutes les élections, mais aux États-Unis, dans 20 ans, le stock européen, c'est-à-dire ce que disait le général de Gaulle, l'Amérique fille de l'Europe, c'est plus vrai. Et d'ailleurs, on s'en aperçoit avec M. Obama, où sa priorité, par exemple, en politique étrangère, c'est l'Asie, c'est plus l'Europe. On y reviendra dans la deuxième partie. L'Europe était la grande absente du discours électoral d'Obama. Et c'est le président nouveau de l'Amérique, je pense. Robert, membre des démocrates, justement, essayez de cacher la joie qui doit être la vôtre, vous pourrez l'épancher tout à l'heure, pour faire l'analyse la plus objective de la défaite de Romney. Vous avez dû avoir peur à un moment donné, quand même. Oui, on était un peu angoissés pendant quelques jours, même une semaine avant l'élection même, mais je crois cette thèse de dire que les médias aux États-Unis sont trop à gauche, ou il y a un biais médiatique aux États-Unis, c'est un peu trop facile de dire que il a passé chez Whoopi et c'était une raison pour sa défaite, Mitt Romney. C'est un peu trop facile parce que moi j'ai passé 8 ans en me plaignant sur la droitisation des médias aux États-Unis pendant les années Bush. Donc on peut trouver dans les médias ce qu'on cherche, effectivement. Mais je trouve les thèses de mon collègue à gauche ici sont les vraies. C'était vraiment une bataille des idées, finalement, pas une bataille démographique, pas une bataille qui cherche que les électeurs favorables à Obama ou Romney, mais une bataille des idées. L'équipe d'Obama avait des idées progressistes pour l'avenir des États-Unis et les conservateurs ont défendu des idées traditionnelles. Et la plupart des Américains ont rejeté ces idées, finalement, après 2010, quand il y avait une légère hausse dans leur favorabilité. Mais cette année-ci, on s'est décidé de faire le progrès, effectivement. Et voilà, je m'arrête là. Philippe Moreau-Defarge, est-ce que c'est en effet un vote, j'allais dire sociologique, du basculement des États-Unis vers un autre mode de représentation symbolique? Est-ce que c'est ça? Où d'ailleurs, parce que les deux ne sont pas contradictoires, ce que vient de dire votre prédécesseur, c'est-à-dire d'abord plutôt une Amérique qui, in fine, est plus dans le sens de mesures progressistes et démocrates que dans le sens de conservatisme républicain, non, mais même révolutionnaire républicain. On peut aller encore plus loin, c'est-à-dire est-ce qu'on assiste
n'assiste pas à la fin d'un modèle américain. C'est vrai que les États-Unis aujourd'hui sont probablement à un tournant historique. Alors quel est ce tournant historique? C'est qu'ils étaient les numéros 1, ils étaient la superpuissance et ils avaient formidablement réussi, je dirais, sur un individualisme exacerbé. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une interrogation là-dessus. Et c'est vrai que, malgré tout, la grande réforme d'Obama, c'est le système de sécurité sociale. Donc il y a cette prise de conscience qu'aujourd'hui, il doit falloir équilibrer, je dirais, l'individualisme américain par une forme de solidarité sociale. Alors je sais que le débat est loin d'être clos là-bas, mais il y a une véritable interrogation, et je crois qu'on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission, c'est que qu'il s'agisse de Romney ou d'Obama, on ne voit pas très bien quelle est leur analyse de la situation des États-Unis dans le monde, et même, je dirais, de la situation historique des États-Unis. C'est vrai qu'aujourd'hui, probablement, les États-Unis sont à un tournant. Je le répète, pour être très simple, ils étaient le numéro 1, très au-dessus des autres. Ils ne seront probablement plus le numéro 1, et ça change beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que, même si, par exemple, le président Obama, même dans son discours qu'on a pu entendre ce matin en Europe, a dit que, voilà, il voulait une Amérique forte, mais en même temps qui tendait la main aux autres peuples, etc. C'est-à-dire, on sentait implicitement une critique de ce qu'avait été peut-être l'agressivité de l'administration Bush, et en tout cas le modèle auquel il veut tourner le dos. En même temps, il n'y a pas de vraie réflexion sur le monde multipolaire dont ici Hubert Védrine s'est fait un petit peu le théoricien, sur le fait qu'aujourd'hui, les États-Unis devront composer avec la Chine, les puissances émergentes, le Brésil, l'Inde. Oui et non en même temps. Donc Obama, il est très intelligent, il s'est entouré avec des conseillers politiques très intelligents aussi. La plus grande décision qu'il a faite était de confier le dossier politique étranger à Hillary Clinton, qui depuis 4 ans est complètement merveilleuse dans ce rôle-là. Donc heureusement, elle gère le monde pendant la campagne. Donc je crois que dans le département d'État avec Madame Clinton, mais aussi à la Maison-Blanche avec le président, il y a une réflexion contenue sur le nouveau monde multipolaire. Et on est en train de développer une nouvelle politique. Ça, c'est pas quelque chose qui est fait à l'instant. Il faut un peu de réflexion. Il faut laisser développer aussi les choses et répondre aux choses. Il y avait le printemps arabe qui était un peu surprenant et qui a changé beaucoup de choses dans une période assez courte. Donc, il faut développer des nouveaux programmes, des nouvelles attitudes dans le monde. Et on est en train, je crois, dans l'administration Obama de réfléchir sur ces possibilités. Attendez, on y reviendra, il y a quand même un obstacle, c'est que si Obama veut faire quelque chose de la science politique, il doit casser des tabous. Je vais vous en donner un qu'il n'a pas osé casser, c'est le rapport avec l'Iran. Oui, c'est parce que l'amitié avec Israël est très importante et comment casser les tabous? M. Netanyahou a dessiné sa ligne rouge sur la bombe là, donc ça va jouer dans les mois qui viennent, ça c'est sûr. Éric, est-ce que ça a été un des points faibles de la campagne de Romney? D'ailleurs, on pourrait le comprendre, parce que quand on est challenger, on a un handicap sur la politique internationale par rapport au président sortant, qui a, à un moment donné, eu pendant 4 ans les mains dans le cambouis. Est-ce que ça a été un point faible de la campagne de Romney, d'après vous? Oui, mais objectivement? Objectivement, sûrement. Mais j'aimerais dire que monsieur Bob a parlé de la politique étrangère de Obama. J'aimerais juste dire que de temps en temps, il faut jouer ça s'applique aussi aux médias, il faut jouer le jeu qui s'appelle « Et si ça avait été Bush ?» Alors, il y a 2 mois, l'ambassade des États-Unis en Libye a été attaquée, c'était le consulat, et il y a eu 4 Américains de morts. Il y a 6-7 ans, Bush a été ridiculisé pour avoir dit mission accomplie. C'était pas lui, c'était sur le navire aux États-Unis, mais quand même, il a été ridiculisé pour ça. Obama dit ça n'a rien à voir avec le terrorisme, et tout le monde accepte cela. Et alors qu'il n'y avait aucune. Alors il faut demander, et ça s'est passé 2 mois avant les élections, on se demande si ça avait été Bush, est-ce que les médias, tant français qu'américains, n'auraient pas fait quelque chose? Je rappellerai juste je peux juste rappeler une chose. 1 semaine avant les élections de 2000, les médias américains sortent le DWI, une histoire que Bush aurait roulé pendant qu'il était ivre 20 ans auparavant. 2-3 semaines avant les élections de 2004, ils sortent l'histoire qu'il aurait triché pour ne pas partir au Vietnam avec des documents faux. Ici,
est-ce que ça ne vaut pas la peine d'en parler un peu plus de l'histoire de Benghazi? Les médias les ignorent. Les médias, Sauf à la dépend. On ne peut pas dire qu'on les ait ignorés, C'est un vraiment. parfait exemple de la partialité des médias. Et ce président, maintenant, parce qu'il vient d'être élu, ne subira jamais de procédure de destitution comme un président républicain le subirait si ça avait été lui le responsable. Il y a une opacité dans cette administration qui est révoltante. On se retrouve pour la deuxième partie d'un débat fort animé. On va voir maintenant les perspectives qui s'offrent au président nouvellement réélu des États-Unis. Voilà, édition spéciale autour de la victoire de Barack Obama. On a analysé autant qu'on l'a pu dans la première partie les raisons possibles de la défaite de son adversaire républicain. Maintenant, les chantiers qui attendent le président. Et ça, c'est moins souriant. Et d'ailleurs, on sent qu'il y a une forme de gravité très loin de l'enthousiasme lyrique d'il y a 4 ans. Parce que d'abord, il va retrouver une situation institutionnelle extraordinairement compliquée avec les 2 chambres divisées et puis des échéances très précises. Ce fameux mur budgétaire, cette absence de compromis entre démocrates et républicains. La question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que il a dit qu'il allait très vite recevoir le gouverneur Romney et voir tout ce qui était possible de faire ensemble. Est-ce que cette nouvelle donne va pousser les républicains à avoir un peu plus de sens de compromis par rapport aux initiatives de l'exécutif ou pas, à votre avis, Philippe ? Moi, je serais Ça très tombe prudent. sur vous toujours. Non, si vous voulez, pour introduire le débat, je crois que je serais très prudent. Il y a quand même beaucoup de... D'abord, il y a eu un durcissement durant ces dernières années. Je pense que les républicains n'ont aucune envie de faire de cadeaux à Obama. Et puis, il y a les divisions même du Parti républicain. Je ne suis pas sûr que Mitt Romney ait beaucoup de marge de manœuvre au sein du Parti républicain. Donc, les États-Unis risquent de rester dans une grande phase de paralysie. On n'est plus, hélas, au temps du bipartisanship qui était les grands États-Unis des années 50 ou 60. Dominique Carreau. Moi, je serais un petit peu plus optimiste parce que je crois que s'il y a eu effectivement un raidissement qu'on a pu voir du Parti républicain, c'était la suite des élections midterm de 2010, qui ont marqué évidemment une grande victoire de leur part, mais ils espéraient capitaliser sur cette victoire et faire perdre M. Obama en 2012. La course est jouée, c'est fini, M. Obama a gagné, il est là pour 4 ans. On ne peut pas se permettre de continuer à faire uniquement de l'opposition. Et je crois que le fameux fiscal cliff, la falaise fiscale, qui est évidemment quelque chose d'absolument invraisemblable sur le plan économique, parce que si on laissait faire, ce serait une récession assurée aux États-Unis. Je crois que les républicains comprendront que ce n'est pas de leur intérêt non plus de jouer au bout de feu. Il ne faut pas oublier que quand ils ont fait une guerre comme ça sans pitié au président Clinton il y a quelques années, qui a amené la fermeture du gouvernement fédéral. Ça, c'est quand même quelque chose qui est impensable pour nous, Européens. Vous imaginez un désaccord entre l'Assemblée nationale, le Sénat, le président, et on dit c'est fini, on ne paye plus les fonctionnaires, on s'arrête. Bon, pas pensable, ça leur a coûté très cher. Est-ce que vous allez refaire cela aujourd'hui ? Moi, je pense que ça les amènera nécessairement à un compromis. Éric, qu'est-ce que vous souhaiteriez que soit l'attitude de votre camp, désormais, dans les semaines et les mois qui viennent ? On parle toujours d'opposition, comme si c'était écervelé, comme s'il n'y avait aucune raison derrière cela. Et ce à quoi nous disons non, c'est à la bureaucratisation de la société, avec plus de règles, plus de lois, où chaque chose que fait un citoyen doit être sous la supervision de bureaucrates. Les Américains sont individualistes, c'est vrai. On croit que le citoyen moyen, tant en Amérique qu'en France ou ailleurs, est parfaitement capable, pour la plupart, de prendre soin de soi-même, sans toutes ces lois et ces droits. Et on parle de la loi sur la santé. Je réponds toujours par 2 mots, 4 Bibles. Elle ne fait pas 2 pages et demie, elle ne fait pas 25 pages, elle ne fait pas 260 pages. Elle fait 2600 pages, qui est la longueur de 4 Bibles. Et c'est trop. Comme disait Thomas Jefferson, pour qu'une loi toute loi doit pouvoir être lue et comprise par le citoyen moyen. Elle a été créée par les lobbies pharmaceutiques que Obama est censé dont il est censé être l'ennemi. Evelyne ?
Moi, je pense que ce résultat est un désastre pour les forces de la liberté, en tout cas provisoire. C'est un coup, c'est véritablement un sale coup pour les forces de la liberté. On a vu triompher les forces de l'asservissement au sens de le sens de Hayek, bien entendu, la route de la servitude. Et puis, l'assistanat a triomphé. L'assistanat, les gens ont eu peur de perdre l'assistanat auquel ils s'étaient habitués. Je pense que tout est là. Donc, la remise en question absolument nécessaire des États-providence, elle est encore retardée de 4 ans. Et puis, nous, Européens, ça ne va pas nous apporter grand-chose parce que sans locomotive américaine pour nous tirer dans la situation où nous sommes, c'est pas drôle pour nous. Quant à la situation géopolitique dans le monde, c'est gravissime. On a vu avec l'affaire de la Libye ce que la politique d'Obama donnait. C'est vraiment une preuve éclatante, malgré le sourire de monsieur, c'est une preuve éclatante de la nullité d'Obama, de son manque de vision, de son incapacité totale à saisir des dossiers compliqués. Alors que les succès éclatants de l'Afghanistan et de l'Irak plaident évidemment pour le contraire. Philippe. L'Irak était pacifié quand Obama est arrivé. Vous n'avez pas répondu à la question de Michel Phil. Mais je ne sais plus quelle elle était. Si, elle était Mais de toute façon, elle n'est jamais là pour répondre aux questions. Elle est là en bonne militante. Est-ce qu'il y a un réaliste un peu Elle n'est pas là pour répondre aux questions, elle est là pour apporter des réponses aux questions qu'on ne lui a pas posées. Allez-vous. On va laisser parler quand même le seul démocrate américain. Soyons réalistes, vraiment. Donc, cette idée que Obama et les démocrates vont attaquer à la liberté soit personnelle, soit sociale, soit politique, soit économique, c'est une invention des républicains depuis des années. Donc, l'idée qu'on doit régler un peu les marchés pour ne pas abuser des situations comme une voie vers la servitude hayekienne. Donc, ça, c'est... Mais laissons madame répondre à la question de Michel Phil, qui est intéressante. Non, mais... Alors, un compromis, donc, il faut répondre, pas de compromis. Blocage maximum. Il faut répondre. La situation la plus intéressante qu'il pourrait y avoir, c'est si Obama avait un petit peu de bon sens et s'il écoutait Bill Clinton, parce qu'il y a un intérêt pour ça, c'est que Bill Clinton, dans 4 ans, voudrait que sa femme, Hillary Clinton, se présente à la suite d'Obama. Et pour qu'elle ait toutes ses chances, il faut qu'Obama mette un petit peu d'eau dans le poison de sa politique. Et il faut donc absolument qu'il fasse ce que Clinton lui-même avait fait en 96, c'est-à-dire qu'il adopte une position moins rigide. Parce qu'on parle tout le temps de l'extrémisme des Républicains. Mais enfin, tout de même, depuis les années 60, le Parti démocrate est un parti qui est complètement noyauté par la gauche la plus radicale, la plus dure. Et il est en ce moment gouverné par des 68ards trotskistes. Il faut quand même le savoir. Parce qu'on veut la parole de syndicalisation, on veut avoir le droit de se réunir pour les syndics, ça nous fait des radicaux gauchistes. Donc ça, c'est complètement insensé. Donc, puisqu'on veut défendre les droits civils des minorités et des femmes et des homosexuels, ça nous fait des radicaux gauchistes. Donc ça, c'est complètement ridicule et ridiculisé donc, de la politique Alors maintenant, américaine. comment va faire Obama pour composer avec un parti républicain qui s'est rigidifié? À ce niveau-là, dans quelque façon, rien n'a changé hier soir. Donc, on a exactement la même configuration institutionnelle qu'avant. Donc, la grande déception pour nous, les démocrates, était qu'on n'a pas gagné plus de sièges dans la Maison des représentants. Donc, la situation est effectivement la même. Et dès le début du premier mandat d'Obama, les républicains ont avoué publiquement et à plusieurs fois que leur premier objectif était de faire d'Obama un président d'un mandat. Donc, cette stratégie n'a pas marché, ils ont perdu, donc maintenant, il faut une nouvelle stratégie. Est-ce que cette stratégie va être de conciliation et de coopération avec le président? Absolument pas. Donc, les républicains dans la Maison des représentants, menés par M. Cantor et M. Ryan, perdante de la vice-présidence, vont continuer de faire l'obstruction et de tirer la politique américaine déjà assez centrée encore plus vers la droite. Dominique oui. Je peux juste réagir. Allez-y. Non, juste dire, on continue à nous marteler avec le fait que les républicains voulaient faire d'Obama ou de tout président démocrate, quelle que soit la couleur de sa peau, un one-term president, un président d'un terme. N'est-ce pas ce que voulaient faire les démocrates de George W. Bush en 2004? N'est-ce pas ce qu'ils voulaient faire de Ronald Reagan en 1984? En opposition veut faire, mais les dirigeants des républicains ont dit vous dites d'abord que on n'est pas intéressé dans l'économie, on n'est pas intéressé dans les emplois, on n'est pas intéressé dans rien, sauf que ça. Donc, c'était leur objectif avoué publiquement et à parce
beaucoup ne ces veut pas mains. de la bureaucratie Quand à l'européenne. Bush était là, les démocrates dans la Chambre et dans le Sénat ont fait le vrai effort de travailler avec Bush. Et la preuve de ça, c'est la connerie qu'on dit de la guerre en Irak. Non, Je voudrais Un dire mot, un Evelyne. sur l'obstruction, parce que Très vite. c'est odieux d'entendre sans cesse les démocrates dire des contre-vérités. L'obstruction, elle a eu lieu, certes, mais qui est-ce qui n'a pas voté de budget pendant 3 ans et demi? Obama qui s'oppose à tout, qui a présenté son propre budget et qui n'a obtenu, laissez-moi parler, qui n'a obtenu aucun mandat démocrate pour son propre budget. Il faut quand même le faire. Il a été désavoué par son propre parti sur toutes ses propositions. En revanche, les républicains ont présenté du plus modéré jusqu'au plus dur au moins une douzaine de plans de budget. Et Obama, c'est lui qui a tout le temps fait obstruction. Alors, Robert, cessez de dire des contre-vérités. C'est complètement faux. Donc, j'aime bien cette juste. stratégie républicaine de dire quelque chose à propos d'un quelque chose de fort chez les démocrates pour le faire inverse. Donc, cette idée que Obama n'a pas tendu la main, c'est complètement fausse. C'est le Donc, président. il avait, Non, il avait ne tuez pas la la parole. majorité absolue dans le Sénat et dans la Chambre pendant ses premières 2 années. Il aurait pu l'utiliser d'une manière un peu force pour C'est ce qu'il a passer fait. beaucoup. Pas du tout. Donc, il était très conciliateur pendant 2 ans. Il a cherché des idées des républicains. La loi Obamacare, au fait, c'est une idée républicaine. Finalement. Donc, il a voulu autre chose, plus gauchiste. Les Pas à républicains ont 2600 dit pages. non. Et puis, donc, il a concilié avec les républicains pour avoir le Romney Care en tant que Obamacare. OK? Donc, il a cherché les idées, il a cherché des solutions républicaines. Il a continué d'aller voir les républicains dans la Chambre pour tendre la main. Et chaque fois, les républicains ont dit non, 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 non. Philippe Monsieur Moreau-Defarge. Boehner- Ils ont dit non en proposant autre chose. Philippe Moreau-Defarge. J'ai lu une anecdote récemment de source très sûre, puisque c'est des économistes, que Obama joue régulièrement au golf. Dans tous ces 4 ans où il a joué au golf, il a joué une fois avec un républicain. Il a joué systématiquement avec des démocrates. Et je crois que, si vous voulez, quand on compare Clinton et Obama, je crois qu'il y a un problème de la personnalité d'Obama. Obama apparaît comme un homme froid, distant, qui a du mal avec le contact. Je crois qu'il faut que vous répondiez là-dessus sans passion. Je crois que, et c'est vrai que s'il doit y avoir un compromis entre républicains et démocrates, il faudra des talents extraordinaires de négociateurs, d'ouverture et de souplesse. Est-ce qu'Obama a ce talent-là? Potentiellement. Donc là, je suis d'accord avec vous. Donc c'est vrai, c'est connu aux États-Unis qu'Obama n'aime pas le politique boutique, donc où il sort jouer de golf avec des politiciens pour discuter la politique. Donc cette idée qu'il est un peu froid, on peut dire. Donc ça, c'est connu, ça c'est une critique qui est plus ou moins acceptée par tout le monde aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui peut changer. Il a la capacité de le faire. Et son meilleur ami maintenant, c'est Bill Clinton, donc qui a fait la campagne avec lui. Il a été époustouflant dans un soutien époustouflant en tout Voilà, cas. donc Dominique peut-être Carreau, il va tirer on une leçon n'est de- pas peut-être à la veille d'une Ancien grave président. crise dans le parti républicain. D'abord parce que quand il y a une défaite, généralement les partis sont extrêmement tendus. Et puis c'est vrai qu'on l'a souligné dans la première partie, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une très grande cohérence dans la campagne de Romney. Il y a eu plusieurs Romney, c'est peut-être d'ailleurs ça qui a au bout d'un moment, troubler une partie de l'électorat qui aurait pu basculer vers lui. Ça veut dire que les Républicains vont peut-être retrouver le goût du psychodrame qui leur est cher pour définir une ligne politique plus cohérente? Écoutez, en ce qui concerne l'évolution du Parti des Républicains, moi j'ai beaucoup d'amis aux États-Unis dans les 2 camps, et mes amis qui sont républicains, qui sont en général des juristes, profession que nous partageons, ils sont très surpris de l'évolution du Parti républicain. Il faut dire qu'il y a beaucoup de républicains, des candidats modérés, par exemple le sénateur Lugar. Il n'a pas été présenté par son propre parti. Je crois que c'est dans le Maine ou le Vermont, il y a un sénateur qui a décidé de ne pas se représenter parce qu'il ne reconnaissait plus ses amis républicains. Il y a eu quand même une dérive radicalisation, considérable elle est du Parti objective, républicain. évidemment. Je dirais, se retrancher dans un conservatisme qui existe, c'est normal, mais là, qui devient tout de même assez extrémiste. Les républicains modérés, libéraux, qui existaient, et qui expliquaient le bipartisanship qu'il y avait souvent aux États-Unis, il était fait, je dirais, un peu des libéraux républicains, des libéraux démocrates, parce qu'il n'y a pas que des libéraux chez les démocrates, il y a des gens très conservateurs, notamment les sudistes. Bon, on connaît l'alliance qui s'était faite sous Reagan, par exemple, ça marchait bien. Mais du côté républicain,
le camp des libéraux républicains va en se rétrécissant considérablement. Et comme vous dites, est-ce que le Parti républicain va rester uni ? Rien n'est moins sûr. Est-ce qu'il y aura vraiment une discipline à la Chambre des représentants pour refuser tout compromis avec la majorité démocrate du Sénat, voire le président ? Moi, j'en doute quand même beaucoup, parce que il n'y a pas que le Tea Party dans le Parti républicain. Il y a tout de même tous ces vieux républicains, la vieille souche libérale conservatrice, qui ont disparu. Philippe Caro, il y a un problème de fond, c'est qu'il y a véritablement une crise de la classe moyenne américaine. Quand vous regardez les chiffres, quand vous regardez le pouvoir d'achat des classes moyennes américaines, d'ailleurs comme en Europe, c'est la même chose, on voit cette usure des classes moyennes, cette stagnation. Il est clair que dans le Parti républicain, je pense que l'une partie de ces classes moyennes se dirige vers le Tea Party. Se radicalise, oui, exactement comme on peut le voir en Europe. Quand vous n'avez plus d'espoir pour vos enfants, vous avez beaucoup d'Américains qui vous disent je sais que mes enfants vivront moins bien que moi. C'est quelque chose de très grave et qui radicalise beaucoup l'opinion publique et qui joue au détriment des républicains modérés. Je voudrais juste dire qu'on parle toujours de la radicalisation des républicains qui sont des ultras et tout ça. Je voudrais juste dire, les Tea Partiers, ce sont des gens qui disent « nous ne sommes pas des vaches à lait ». Et ils disent aux politiciens, c'est un tant républicain que démocrate, cessez de jeter l'argent par les fenêtres. Et c'est ça qui a fait, défaut à ces autres politiciens. Vous êtes attiré, vous, par le Tea Party ? Je suis, vous connaissez le cri du contribuable? C'est le journal c'est l'équivalent du Tea Party ici en France. Et c'est des gens qui en ont assez du gâchis. Alors, qu'est-ce qui va se passer au Parti républicain, d'après vous ? Le Tea Party, justement, s'est très bien tenu dans ces élections. Il y a quand même 30 gouverneurs républicains sur 50 États. Je crois même que c'est 31, on a dû en gagner un. Non, pas tous Tea Party, mais en tout cas, plutôt tendance Tea Party, principe Tea Party. Dans les élections locales, on a vu se faire réélire Michelle Bachmann, heureusement. Ryan et tout son groupe sont quand même encore en force à la Chambre. Et puis, il y a quand même eu un apport notable, c'est celui de... un Tea Partier qui justement est issu de la communauté hispanique. Son nom m'échappe juste quand j'en ai besoin. Marco Rubio. Non, mais il y a Ted Cruz. Ted Cruz, voilà. Ted Cruz a été élu. Et ça fait partie des espoirs Tea Party. Lui était vraiment un très bon choix. Le Tea Party a fait quelques mauvais choix, mais il est en train de bâtir une infrastructure locale partout. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est l'avenir. Donc, vous dire que c'est le Tea Party qui est l'avenir du Parti républicain pour vous. Exactement. Et vous le verrez en 2014. Quelques questions à propos des mauvais choix de Tea Party, là. Donc, on a choisi de Tea Party Richard Murdoch, par exemple, en Indiana, qui a évicté Richard Lugar de son siège de Et il s'est sabonné la planche lui-même avec une aussi Todd Akin à non, lui Missouri. n'est pas Tea Party, monsieur, vous ne pouvez pas dire ça. Il n'est pas Tea Party du tout. Il est complètement allié avec le Tea Party. C'est un indépendant. Donc, et les deux ça, ont prononcé des thèses, des thèses politiques à propos des femmes qui étaient complètement misogynistes. Donc, Murdoch a dit que la viol... exemples des républicains et des généralités. On continue un peu la campagne électorale. Donc, comment expliquez-vous que la viol et la grossesse qui est issue d'un viol est la volonté de Dieu? Mais on n'est pas d'accord. On ne reprend pas ce débat. De toute façon, il a suffisamment. On connaît toujours l'exemple le pire. Il a suffisamment coûté de voix. Non, s'il vous plaît, Evelyne. Qui a encore été utilisée. Messieurs, dames, on va écouter la voix de la raison. Philippe Moreau-Desfarges, sur quelques questions de fond. Attendez, je voudrais qu'on sorte des polémiques autour du Tea Party. Je crois que on n'y arrivera pas avec nos intervenants, mais c'est pas grave. Le Tea Party pose un problème de fond. On voit qu'il y a un mouvement de repli aux États-Unis. Et je pense que le Tea Party, au-delà des questions financières, exprime ce mouvement de repli. Et c'est vrai que, je le répète, il faut être conscient que les États-Unis sont à un tournant historique. Et de ce point de vue, ni Mitt Romney ni Obama ne donnent une analyse d'ensemble de ce qui se passe. Et c'est clair que le phénomène du Tea Party, que moi je n'essaye pas de juger, je constate qu'il y a une espèce de vague de fond pour dire aux États-Unis, revenons dans l'île américaine, replions sur mer. Et c'est ça le Tea Party. Mais quand on parle
parle de radicalisation des classes moyennes, ce qu'on me dit, le Nord, ça n'est pas c'est ce une... qu'il dit. Evelyne, s'il vous plaît, ça n'est ni une insulte ni un jugement politique. C'est juste un phénomène qu'on observe également en Europe. Mais exactement, C'est toute la crise de la petite bourgeoisie pavillonnaire, etc., qui avant se reconnaissaient dans des partis de droite de gouvernement et se reconnaissent de plus en plus vers des partis de droite extrême en Europe. Voilà. Et de ce point de vue-là, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'évolution sociologique américaine est à peu près similaire ou parallèle à ce qu'on connaît en Europe? Elle est parallèle à ce qui se passe en Europe. Et de certains points de vue, je m'excuse, je la trouve très préoccupante parce que les États-Unis ont été quand même le grand gardien des équilibres du monde. Ils ont apporté beaucoup de paix au monde. C'est vrai que le mouvement de repli, je ne parle pas de l'affaire fiscale, je parle du mouvement de repli qu'il y a dans les partis. C'est un mouvement, disons, néo-socialiste par lequel les États-Unis disent on en a marre de ses responsabilités, on en a marre de se faire taper dessus en Afghanistan et en Irak, mais c'est vrai qu'il y aura un vide. Oui, et en même temps, ce mouvement, il est contredit par ce que disait Dominique tout à l'heure, à savoir l'émergence de plus en plus active d'un électorat hispanique, d'un électorat noir. Je veux dire par là qu'il va y avoir en effet peut-être une Amérique qui va se sculpter autrement. Oui, mais alors, une identité américaine. Avec une question, que veut cet électorat ethnique, que veut cet électorat individuel? On voyait bien, malgré tout, il y avait un modèle américain, je dirais, dont la dernière grande incarnation pour moi en termes de politique étrangère était Kissinger. Hein. Je ne vois pas de nouveau Kissinger, je ne vois pas de vision des États-Unis dans le monde. Et de ce point de vue-là, je dirais, le seul qui me paraisse exprimer une vision assez forte, c'est justement le Tea Party. Mais c'est une vision de repli des États-Unis sur eux-mêmes. Et ça pose des questions. Vision du monde, vous avez à droite des gens comme John Bolton, comme Newt Gingrich, qui ont des idées absolument géniales. Ce talent va rester inexploité, non utilisé. C'est tellement dommage, c'est un tel gaspillage c'est incroyable. Bolton n'est pas un homme très ouvert sur le monde. Newt Gingrich et John Bolton comme des possibilités le ticket Romney Ryan proposait justement une politique si le Tea Party est l'avenir du Parti républicain, comme vous le pensez l'un et l'autre, ça veut dire aussi que vous condamnez en gros le Parti républicain à ne plus jamais accéder à la présidence des États-Unis, parce qu'il y a quelque chose de substantiellement minoritaire dans le Tea Party. Cette minorité peut grossir, mais vous avez bien vu, je le répète, et je ne suis pas moi militant, donc laissez-moi au moins le crédit de l'objectivité de mon analyse. C'est à partir du moment où Romney a modéré ses propos, s'est recentré, qu'il a commencé à sérieusement inquiéter Obama. Tant qu'il était sur la ligne des plus conservateurs des républicains, la distance entre lui et Obama, tous les sondages le montraient, était optimale. Capitale. Je crois qu'il faut que le Parti républicain comprenne ça. Il faut battre l'adversaire avec ses propres armes. Il faut être aussi combatif. Il faut tomber aussi bas dans l'insulte, dans la méchanceté. Il faut faire comme les démocrates. C'est le seul moyen. En tendant l'autre joue, voilà ce que ça donne. Vous n'avez pas la défaite très élégante ce matin aujourd'hui. Allez-y. Tous les 4 ans, on dit que le Parti républicain est foutu, c'est terminé, ça va se disjoncter. Je veux juste dire que la première fois qu'on l'a dit, c'était juste après la première élection que le Parti républicain a été formé. C'était en 1856. Les démocrates ont gagné contre un homme avec un nom français d'ailleurs, j'ai oublié son nom. Mais ils ont dit tout de suite, OK, voilà votre nouveau parti républicain, vous pouvez vous saborder et partir. Et depuis, c'est ce que disent les démocrates tout le temps, vous êtes ridicules, Sarah Palin est ridicule, Newt Gingrich est ridicule, Ronald Reagan est ridicule. Il y a deux statues qui viennent d'être élevées en Pologne. C'est pas pour Obama ou John F. Kennedy ou encore Che Guevara, c'est pour Ronald Reagan, et on se demande pourquoi. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez dirigeant républicain là aujourd'hui? Moi? Oui. Moi? Bonne question. Je pleurerais beaucoup. Je prendrais un whisky. Et puis je dirais, OK, il faut qu'on aille plus dans les médias, qu'on aille plus dans les blogs pour expliquer notre point de vue et qu'on montre à chaque fois que les médias font les 2 poids 2 mesures, qu'on le montre très fortement comment ça se passe. Qu'est-ce que vous auriez fait à la suite de l'assassinat de l'ambassadeur américain en Libye? Qu'est-ce que vous auriez fait de mieux qu'Obama? Dire la vérité. Pendant 7 heures, alors c'est seulement sur Fox News qui ont été diabolisés. On en voit les Marines. On a vu pendant 7 heures, ils ont été attaqués pendant la nuit, cette nuit du 11 septembre. On savait que c'était une date symbolique. La CIA d'Obama a dit non, on n'intervient pas. Le Pentagone a dit non, on n'intervient pas. Il y avait un des 4 hommes qui ont été tués
avait un fusil à radar pour pouvoir envoyer un missile sur le canon qui les attaquait. Et personne n'est intervenu. Et si, encore une fois, jouer le jeu, si ça avait été Bush, ça aurait été le scandale qui n'aurait jamais En même temps, ce qui a pesé arrêté. aussi dans la balance de l'opinion américaine, c'est que c'est sous l'administration Obama que Ben Laden a été exécuté. Oui, et après lequel... Attendez. Il a fait croire qu'il avait la main Philippe nue, Moreau-Desvage, grâce aux mesures prises un par mot le de président conclusion, Bush. l'absence terrible, messieurs, dames, l'absence terrible de l'Europe, terrible pour nous, Oui, c'est vrai. de l'Europe dans les propos et la campagne de Barack Obama. Oui, on le voit bien parce que d'abord, je dirais, Barack Obama est occupé par autre chose, par l'Asie et même encore par le Moyen-Orient. Et c'est vrai que, j'ai envie de dire, beaucoup d'Américains peuvent se dire maintenant l'Europe peut se débrouiller par elle-même, qu'elle s'assume elle-même. Et c'est vrai que l'impuissance de l'Europe ne pousse pas à en parler. Vraiment, c'est assez triste, oui, pour l'Europe. C'est assez triste. Je peux dire une chose sur ce point, c'est que l'Europe va compter, mais de moins en moins pour les États-Unis, au cours des années qui viennent. Et ça, c'est parce qu'il y a un recentrage des États-Unis. La montée des hispaniques, ça va repousser les États-Unis, évidemment, vers le sud du continent américain. La grande force, si vous allez en Californie, dans l'ouest des États-Unis, vous voyez le nombre des Asiatiques, qui sont des Asiatiques américains, pas des étrangers. Et ben voilà, on se retrouvera peut-être dans 4 ans pour fêter peut-être l'anniversaire de la victoire d'un nouveau champion. En tout cas, merci pour cette édition spéciale, animée, mais c'est ça la politique, partout, outre-Atlantique et ici même. Le Grand Journal dans un instant, et ce sera une représentante du Parti de gauche qui sera mon invité au Oui-Non à 18h30.